Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Jérôme Gage. Bonjour. Bonjour. Alors au menu de cette émission, le débat budgétaire et l'état des finances publiques. Est-ce que, comme le disait François Fillon il y a déjà 18 ans, la France est un État en faillite? Et puis sécurité, violence, narcotrafic. Gérald Darmanin a-t-il raison de dire qu'il n'y a plus de lieu safe en France? Et puis quelle réponse y apporter? Et puis il y a aussi l'état de la gauche et le congrès du Parti Socialiste du mois prochain sur fond d'agressions répétées contre vous. Au cri de sales sionistes, et le premier, et même de sales juifs, le 27 avril. Jean-Luc Mélenchon a-t-il fait de l'antisémitisme une valeur de gauche? Mais pour commencer, Jérôme Gage, l'actualité parlementaire, les députés ont entamé l'examen du texte sur l'aide à mourir. Ils ont siégé, vous avez siégé avec eux la nuit dernière, après avoir largement adopté celle sur les soins palliatifs. Les partisans cherchent à lier les deux textes, les opposants veulent enterrer l'euthanasie. Qui a tort, qui a raison? C'est un débat dans lequel chacun doit pouvoir s'exprimer en conscience. Pour l'instant, c'est un débat de qualité. Le texte sur les soins palliatifs, vous l'avez dit, a été adopté. En conscience, ça veut dire sans consigne de vote des groupes. Il n'y a pas de consigne de groupe. Et chacun, il vient avec sa sensibilité, avec son histoire, avec le travail personnel qui a pu être mené. Et moi, au moment où on a siégé en effet toute la journée de samedi, hier jusqu'à minuit. Ça va être le cas toute la semaine. Je trouve que le débat est ciselé. Et il atteste du fait qu'il peut y avoir une qualité du travail parlementaire. Je le dis tout de suite, ça me paraîtrait incongru qu'on fasse un référendum sur la fin de vie. Emmanuel Macron a dit mardi, pourquoi pas un référendum? Je trouve que c'était pas une bonne manière de tendre la perche, si j'ose dire, en disant si le débat parlementaire s'enlise, alors on pourra recourir au référendum. On a besoin, article par article, presque mot à mot, de pouvoir avoir de se limer la cervelle, comme disait Montaigne. Et même avec les opposants. Moi, vous savez, sur ce débat, je suis sur une position, je suis favorable à cette nouvelle liberté, mais je souhaite qu'elle soit... d'euthanasie. Je parle de l'aide à mourir. L'aide à mourir, et moi, je ne cède pas à l'hypocrisie du terme. L'aide à mourir, concrètement, c'est soit le suicide assisté, quand la personne peut elle-même pratiquer l'auto-administration, soit le recours à l'euthanasie, c'est-à-dire un professionnel de santé. On a tous été face à des situations de cet ordre. Tout le monde y a été confronté. Je suis favorable à cette liberté nouvelle consacrée par le droit, mais par contre, je suis très vigilant, très attentif à ce que les critères qui sont posés, en ce moment, on examine l'article 4 qui définit les 5 critères pour y recourir, soient suffisamment robustes pour qu'à aucun moment, on puisse voir dans le recours à l'aide à mourir une solution alternative à un accompagnement suffisant, satisfaisant des plus vulnérables. L'aide à mourir ne doit pas se faire au détriment de la prise en compte des vulnérabilités. Je pense aux vieux, je pense aux fous, je pense aux personnes en situation de handicap. Une élimination programmée. Je ne veux pas céder à la parano, mais dans beaucoup de pays où l'aide à mourir a été installée, parfois on a vu au fil du temps les critères se libéraliser. Et donc pour l'instant, on est sur un point d'équilibre qui exclut, par exemple, le recours à des directives anticipées qui pourraient s'appliquer, par exemple, sur un malade d'Alzheimer. Moi, je préfère que, bien sûr, il faut qu'on puisse assurer une fin de vie digne, mais il faut d'abord qu'on ait un accompagnement avec des soins palliatifs suffisants et donc dignes, et puis un droit à vieillir dans la dignité. Donc moi, ma ligne rouge, si j'ose dire, c'est le respect de l'ensemble des vulnérabilités. Au passage, puisque vous avez parlé d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous retenez de son intervention de mardi soir sur TF1? Je crois que comme beaucoup de Français, on n'a pas bien compris le sens de cette intervention. On a un président de la République qui est... Vous n'avez rien retenu de son intervention? Le problème, c'est qu'il est descendu à un niveau de précision, de granularité qui ne correspond pas au mandat du président de la République. Le président, dans la période, il y a quand même assez de sujets internationaux. Trump, la Russie, la Chine, les crises internationales. Et puis, on a un président de la République qui termine à nous dire on pourrait louer des prisons pour les détenus auprès de l'Espagne, ou qui nous parle des écrans pour les jeunes. Des sujets qui sont importants. Mais le président, c'est pas le Premier ministre. Et donc, à la fin... on ne comprend plus rien et ça entretient la confusion. Je ne pense pas que ça rende service à François Bayrou. François Bayrou, justement, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez pensé plutôt de son audition devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences scolaires, 5h30 d'audition. Beaucoup ont considéré que Paul Vannier était sorti de son rôle en se comportant non pas comme un co-rapporteur neutre de cette commission, mais comme un procureur qui voulait abattre le Premier ministre. Est-ce que vous avez, vous aussi, eu cette impression ?
D'abord, c'est utile, ces commissions d'enquête parlementaires. D'une certaine manière, c'est un peu dramatique qu'il ait fallu recourir à un outil aussi puissant du droit parlementaire pour avoir une vision un peu claire du rôle, du niveau d'information de François Bayrou. Moi, je le vois dans ma circonscription, légitimement, les Français se posent des questions parce qu'il a tellement oscillé dans ses réponses que... Mais là, il a été clair, a priori. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'il a dit ? J'ai retenu un niveau d'information et une implication à la fois comme parent d'élève, mais aussi comme élu local sur le territoire, une forme d'acceptation, de résignation à quelque chose qui aujourd'hui est inacceptable, à savoir 30 ou 40 ans. un établissement dans lequel il y avait une culture de la violence et alors, sur les jeunes. La question que je vous posais, c'était Paul Vannier. Après, chacun est dans son rôle dans la commission d'enquête parlementaire. Moi, je suis pas fan des commissions d'enquête parlementaire qui se transforment en tribunal. Mais ce n'est pas un tribunal, c'est à la justice le cas échéant. Il y a une complémentarité. Vous voyez, je porte pas forcément les uns les autres dans mon cœur, mais que ce soit Violette Spilbou, Paul Vannier ou la présidente de la commission, ma collègue Fathia Kelouachi, je pense que chacun a apporté sa touche. Veillons quand même à ce que ces commissions d'enquête ne se transforment pas en Saint-Just, on jette en pâture et puis on transforme les formulations des uns et des autres. Vannier, Par contre, éclairons le débat, mais j'aurais préféré que ça se fasse de manière plus limpide par le Premier ministre dans les réponses, notamment aux questions qui lui étaient posées dans l'hémicycle. Alors on avance. Débat budgétaire, état des finances publiques. Qu'est-ce que vous attendez du débat budget 2026 qui est préparé en ce moment Qu'êtes-vous prêt à approuver ? Que rejetez-vous d'emblée ? D'abord, moi, je suis un peu abasourdi par la méthode parce qu'on nous dit depuis le début de l'année, il va falloir partager le niveau d'information et puis commencer à réfléchir à des solutions. Et que fait le gouvernement ? Il arrive immédiatement, il dit, écoutez, il y a 40 milliards d'euros d'économies à faire, c'est à prendre ou à laisser, et sans aucun discernement. Si c'est ça, si c'est 40 milliards d'euros d'économies, concrètement, ça veut dire moins de remboursement pour la sécurité sociale, des services publics, l'hôpital, la police, la justice, l'école. Des efforts demandés aux collectivités locales. Des efforts demandés aux collectivités locales qui sont souvent en première ligne, justement, pour corriger les inégalités du quotidien. Des efforts sur le social. Des efforts. C'est ce qu'ils avaient déjà essayé de faire dans le précédent budget. Sinon, des augmentations d'impôts. Moi, je vais vous dire... parce qu'il faut toujours avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire qu'est-ce qu'on ferait si on était aux responsabilités. D'abord, il faut nommer l'origine de la situation. Si on a ce niveau de déficit et donc ce niveau de dette, c'est aussi la résultante de choix de politique économique et surtout de politique budgétaire et fiscale. Le niveau du déficit... De la part de qui ? Uniquement de la part d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. Il est aux responsabilités. Donc moi, j'ai l'honnêteté de dire que dans un moment pareil, il faut avoir un cocktail de mesures. Ça ne peut pas être uniquement... le plus grand nombre, c'est-à-dire les Français qui se serrent la ceinture, sans qu'on pose la question de la politique fiscale. Depuis 2017, il y a eu une baisse de fiscalité ciblée sur une partie de la population, des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, la baisse de l'ISF, la flat tax, c'est-à-dire la taxation des revenus du capital qui n'est pas soumise à la progressivité de l'impôt comme les revenus du travail. Bref, tout ça, ça se questionne. Bon, alors, et franchement, aujourd'hui, on a un gouvernement, pardon de le dire, hémiplégique qui dit on ne touche pas aux fondamentaux de la politique économique d'Emmanuel Macron. On ne touche pas aux impôts. Et il s'agit pas de... Moi, je ne suis pas pour augmenter les impôts des classes moyennes et des classes populaires. Quels impôts et dans quelle proportion ? Il y a des entreprises qui ont bénéficié de la crise Covid, de la crise énergétique, de la crise inflationniste. C'est les super profits qui ont pu être dégagés. Il y a des ménages qui concentrent du patrimoine et il faut pouvoir le mettre à contribution. J'ai l'honnêteté de dire aussi qu'il faut ouvrir le débat de la participation des retraités au financement de la protection sociale. De quelle manière ? Ce n'est pas un tabou. Voilà. Je vous illustre à travers un exemple. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment justifier... Donc les 10% dont on parle... Je ne sais pas si c'est la bonne solution, la niche fiscale, mais en tous les cas, poser la question et le faire en fonction des revenus. J'illustre par un exemple. Ouais. Un retraité qui touche 3 000 € de pension de retraite, aujourd'hui, il paye 8,3% de CSG. Alors qu'un jeune ou un moins jeune qui est au SMIC, qui rentre sur le marché du travail, il paye 9,2% de CSG. Donc il faut augmenter d'un pourcent ? Je ne
c'est pas justifier cette différence de taux de CSG. Moi, je suis favorable à une CSG progressive. Vous voyez bien, il ne s'agit pas d'augmenter la CSG de tout le monde. Il s'agit de poser la question de savoir pour les retraités les plus aisés, ils ne sont pas les plus nombreux. Il y a 7 à 10% des retraités qui perçoivent plus de 3 000 euros de pension de retraite. En tous les cas, si je veux incarner, moi, une gauche crédible et qui dit dans un moment, d'abord, on revient en priorité sur les cadeaux fiscaux, sur les choix de politique fiscale et budgétaire qui ont été faits par Emmanuel Macron et qui ont asséché. C'est trop facile de dire qu'il y a un déficit quand on est soi-même responsable de ce déficit en privant de ressources. Donc sur les retraités, vous êtes sûr que ça va plaire à vos camarades socialistes, ce que vous dites ? Moi, je pense que mes camarades socialistes, comme l'ensemble des Français, ils veulent une gauche qui soit crédible, une gauche responsable. Et donc, on ne peut pas dire qu'on veut de la progressivité du prélèvement et de constater que dans des situations, encore une fois, je distingue de la très grande masse des retraités, a fortiori pour ceux qui détiennent du patrimoine. Mais encore une fois, ça vient en dernière intention, après qu'on ait d'abord mis à contribution celles et ceux, je pense notamment aux entreprises, et donc là, c'est pas les PME, c'est pas les commerçants, c'est pas les artisans auxquels je pense. Je ne comprends pas que la grande entreprise, la multinationale installée en France, elle, par les mécanismes d'évasion fiscale, elle arrive à payer à peine 5 ou 6% d'impôts sur ses bénéfices, alors que le commerçant, l'artisan ou celui qui a une petite PME, lui, il paye ses 25% d'impôts sur les bénéfices. Est-ce que vous proposez pour la CSG, pour les retraités les plus privilégiés, ça pourrait rapporter combien ? Ça, c'est une mesure qui est autour d'1 milliard, 1,5 milliard. Donc, on a besoin d'un cocktail de mesures. Moi, je suis favorable, j'insiste, à la progressivité des prélèvements et à cette idée, d'ailleurs, qu'on porte à gauche depuis des années, que je redéfends d'ailleurs dans le congrès du Parti Socialiste, qui est celui d'une CSG progressive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On poursuit d'ailleurs sur les retraites. François Bayrou attend les conclusions du conclave pour avancer sur la question des retraites, justement. La non-abrogation de la réforme des retraites, c'est-à-dire le non-passage de 64 à 62 ans, conduirait-il le Parti socialiste à voter la censure ? En tous les cas, il y a un engagement qui a été pris par le Premier ministre au début de l'année, quand on a négocié. Et moi, je n'ai pas la négociation honteuse. Nous avons obtenu que ce débat soit remis sur la table alors qu'il était passé par pertes et profits. On imagine que l'engagement qui a été pris, c'est il doit y avoir un dernier mot au Parlement sur la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que les Français la rejettent et continuent à la rejeter majoritairement, que l'ensemble des organisations syndicales avaient fait front commun et qu'il y a eu une crise démocratique puisqu'elle est passée en force. Donc, ce conclave, je n'aime pas le terme, se réunit. Cette semaine, on a d'ailleurs un point d'information avec le négociateur, Monsieur Marette. Moi, j'étais au ministère pour qu'il nous éclaire sur le point où on en est. Ils sont en train de rentrer dans le dur. Et le dur, c'est quoi ? C'est les questions de pénibilité, les questions de situation des femmes, et c'est aussi la question de la mesure d'âge, parce que j'en suis, moi, arrivé au point où je considère que la focalisation sur l'âge légal ne permet pas de mesurer le caractère inégalitaire de cet âge légal qui s'applique à tout le monde. Ça veut dire qu'il ne faut plus faire de la mesure d'âge le point central de la réforme des retraites. Moi, je pense qu'à l'horizon 2027, dans le rendez-vous de l'élection présidentielle, il faudra qu'on puisse poser la question de savoir comment on prend plus et mieux en compte la pénibilité. Et ça passe par sortir de la mesure d'âge et d'introduire, de prendre en compte des annuités qui n'ont pas la même valeur selon qu'on a eu des métiers extrêmement pénibles toute sa vie ou selon qu'on peut continuer à travailler au-delà de 63, 64 ans. Ça veut dire que le retour à 62 ans, c'est enterré ? D'abord, il y a un préalable. Le préalable, là, c'est d'abroger la réforme inégalitaire de 64 ans, et donc dans un premier temps de revenir à 62 ans, et d'avoir ce dont on a toujours été privé, ce grand débat devant les Français, qui suppose aussi, pour financer cela, ce qu'on évoquait tout à l'heure, de mettre en place des mesures de financement alternatif. Elles ne sont pas colossales. Vous savez, les retraites, c'est 300 milliards d'euros qui sont versés chaque année. Et pour équilibrer le régime à l'horizon 2030-2035, même pas, il faut 10 à 12 milliards d'euros. Donc, on est de l'ordre d'un déséquilibre de 3 à 4% sur l'ensemble du total des dépenses. Moi, quand j'ai un déséquilibre pour boucler mon budget à 3%, je ne vends pas ma maison. Donc, moi, je ne veux pas qu'on passe par-dessus notre système de retraite. On précise quand même les choses. Sur les retraites, il y a des constats qui sont simples et clairs. L'espérance de vie augmente. Il y avait 4 actifs pour financer un retraité en France en 1950. Il n'y en a plus que 1,7 aujourd'hui. La France se distingue aussi par rapport aux autres pays de l'Union. L'âge légal de départ à la retraite est à 66 ans
en Belgique, tout comme au Royaume-Uni, 67 ans en Allemagne, au Danemark, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Alors pourquoi la France le Bon, monsieur Aziza, là vous déroulez l'argumentaire de ceux qui veulent le statu quo. Ce sont les faits. Oui, mais alors les pourquoi faits, la France vivrait sur une île? Mais les faits, je peux aussi vous en donner d'autres. Allez-y. En France, les retraités sont 2 fois moins pauvres que dans la moyenne des pays européens. On nous dit notre système de retraite, il est trop généreux. On dépense environ 14% du PIB pour le système de retraite. Sauf qu'il n'y a que 7% des retraités en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est 17% en Allemagne. Donc moi, je veux bien qu'on se dise il faut qu'on s'aligne sur la moyenne des pays européens, mais la conséquence, c'est qu'on va refaire plonger dans la pauvreté un nombre de retraités, là où notre système, précisément, a permis de corriger ces inégalités. Et lorsqu'il conduit un certain nombre de personnalités politiques et de responsables du MEDEF de proposer l'introduction d'une partie en capitalisation, du financement de je pense que retraite tout le monde s'est accordé, d'ailleurs dans le point qu'on a eu cette semaine auquel je faisais référence tout à l'heure, de dire que ce débat peut être mis sur la table, mais c'est incongru de penser que ça va pouvoir se substituer à notre système de retraite par répartition. Écoutez, si les gens veulent réfléchir à des systèmes de retraite complémentaire par capitalisation facultative, j'ai aussi l'honnêteté de vous dire qu'il existe déjà. Les fonctionnaires ont un système préfond, un système de retraite par capitalisation. Mais ce n'est pas le cœur du réacteur. Moi, je suis attaché à la solidarité intergénérationnelle, à ce système par répartition. Et dans les arguments que vous avez développés, parce que c'est toujours la dramatisation, oui, bien sûr, il y a moins de cotisants pour un nombre de retraités. Beaucoup moins, 3 fois moins. Oui, il y en a 3 fois moins, mais la productivité par salarié, elle a considérablement aussi augmenté dans la période. Et encore une fois, je vous prends juste ce chiffre-là. Les exonérations de cotisations sociales appliquées à la branche vieillesse, c'est 15 milliards d'euros par an. Voilà. Donc, le montant des exonérations qui ont été mis en place ces 15 dernières années ont privé la branche vieillesse de 15 milliards de recettes. Ça correspond exactement au montant de son déficit. Je ne dis pas qu'il faut revenir sur toutes, parce que ces exonérations, elles servent aussi à soutenir la compétitivité et l'emploi dans un certain nombre d'entreprises, mais notamment sur les plus hauts revenus, il n'y a pas de justification à ces exonérations de cotisations. Donc il y a des solutions et on a les talents et les compétences pour les proposer. Il faut sortir d'un dogmatisme qui consiste à dire on ne touche à rien de ce qui a été fait précédemment. On ne touche à rien, c'est-à-dire aussi bien... c'est ce qu'on nous dit. Gabriel Attal, Emmanuel Macron, ils nous disent... On ne revient pas sur les choix de politique fiscale, on revient pas... Enfin, je vous parlais des exonérations de cotisations, c'était 37 milliards en 2017, c'est 80 milliards aujourd'hui. Enfin, je pense que 5, 10, 15% de ces exonérations, en réalité, n'atteignent pas leur objectif, et ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de les mettre en débat. Autre sujet, on va dire sociétal. Emmanuel Macron veut faire plancher au mois de juin des citoyens tirés au sort sur le rythme des vacances, de la durée des journées à l'école, ou encore l'heure d'entrée en cours. C'est une bonne idée. C'est un vrai sujet. Le Conseil économique, social et environnemental, présidé par Thierry Baudet, démarre ses travaux demain. C'est des sujets qui sont restés trop longtemps sous les radars. Le temps de l'enfant, le temps scolaire, mais aussi le sport à l'école, la place des écrans. La place des écrans, je veux dire que c'est un fléau. Et on ne peut pas être dans une forme de résignation en se disant ça y est, les GAFAM ont gagné, TikTok s'impose à tous les jeunes, avec ce que ça signifie. Interdiction des réseaux sociaux pour les enfants jusqu'à 15-16 ans, ça serait une bonne idée ? En tous les cas, moi, je veux qu'on se pose la question. Et je vois certains pays qui considèrent qu'on organise l'appauvrissement intellectuel, de lien social, les conséquences en termes de santé mentale, les conséquences en termes de harcèlement. Enfin, c'est un outil formidable, nos smartphones, etc. Mais ça peut être aussi un outil d'aliénation puissant, et le législateur, la société, les parents, ensemble, doivent se poser la question de comment on produit le meilleur pour l'éducation de nos enfants, parce que c'est la condition de l'avenir du pays. Ça a dû déjà vous arriver dans un restaurant, par exemple, de voir des parents donner à leur enfant de 2 ans un écran pour être tranquille. Mais non seulement je l'ai vu, mais peut-être que moi-même, j'ai cédé à cette facilité. 2 ans. Mon fils est plus âgé, les réseaux étaient peut-être moins forts à l'époque, mais il y a un effort. D'abord, c'est un sujet de santé publique majeur. Voilà, et on ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Et oui, il y a des régulations qui doivent être faites, y compris au-delà des enfants,
sur le rôle des réseaux sociaux, sur la vie politique, sur la vie publique, les ingérences. Avec les ingérences, notamment russes. Hein, voilà. Autre dossier, c'est celui de la sécurité. Gérald Darmanin estime que la violence s'est métastasée dans le pays à cause du narcotrafic et qu'il n'y a plus de lieu safe en France. Et vous faites le même constat que lui, il a raison ? Il y a quelques jours, comme l'ensemble des socialistes, nous avons voté la loi sur le narcotrafic après l'avoir amendée. Pas toute la gauche, hein. Je vais parler des socialistes. Toute la gauche, ce n'est pas. Voilà. On l'a d'autant plus voté qu'elle est venue du travail méthodique qui a été porté par un sénateur socialiste, en partenariat avec un sénateur Les Républicains, mon collègue Jérôme Durin. Non, mais c'est une manière d'illustrer qu'on n'est pas myope. Le sujet de la sécurité et notamment du narcotrafic, c'est celui qui pourrit la vie en bout de chaîne pour les habitants des quartiers que je connais, à Massy ou ailleurs, et que on s'est peut-être pas suffisamment outillé. Et la sécurité, c'est d'abord de la technique. Et il faut disposer des bons outils, des moyens nécessaires pour les forces de sécurité et les forces de police judiciaire. Et donc, on sera, nous, toujours au rendez-vous de la garantie de cette sécurité essentielle, de ce droit essentiel qu'est la sécurité. Bruno Retailleau, quand il parle d'ensauvagement de la jeunesse, il constate que les jeunes ne craignent plus rien. Il a raison. Il fait un bon constat ou pas ? Un constat juste ? Moi, je constate comme d'autres que le rapport à l'autorité s'est considérablement dégradé et que la politique de sécurité doit revenir sur ses fondamentaux. De la prévention, évidemment. Et là aussi, il ne faut pas être hémiplégique. Je réutilise le terme une deuxième fois. On ne peut pas d'un côté se dire il faut faire de la prévention de la délinquance ou en matière de sécurité et en même temps sabrer tous les moyens qui existent, par exemple pour la protection juridique de la jeunesse ou par exemple dans le financement des collectivités locales qui financent les médiateurs de rue, les animateurs de quartier, etc. Il y a une vraie contradiction. La prévention, premier pilier. La répression évidemment, et ça c'est le travail de la police et il y a besoin notamment sur le narcotrafic d'outils juridiques nouveaux, nous les avons introduits, et puis il y a la réparation et c'est évidemment toute l'efficacité de notre système pénitentiaire qui lui aussi a beaucoup souffert ces dernières années. Insécurité toujours, est-ce qu'il y a un lien à faire ? Est-ce qu'il faut faire le lien entre narcotrafic et islamisme radical ? Est-ce que vous faites ce constat dans votre circonscription, par ailleurs ? On sait que l'un a pu financer l'autre et on sait qu'il y a pu y avoir des porosités. Dès l'instant où on est aux marges de la légalité ou totalement en dehors de la légalité, quand l'islamisme devient un terrorisme, on sait qu'il y a eu des financements qui ont pu s'appuyer sur le narcotrafic. En même temps, je fais partie de ceux qui ne veulent pas réduire le débat à ces périmètres étroits. Alors, toujours dans ce domaine, Gérald Darmanin annonce aujourd'hui dans le JDD la création d'un quartier, on va dire pour nos auditeurs, un quartier de prison ultra sécurisé au cœur de la jungle amazonienne. C'est pour enfermer les criminels les plus dangereux du narcotrafic et les islamistes. Ça serait en 2028, ce qui apparaît comme un nouveau bagne de Cayenne. Alors, c'est pas à Cayenne, c'est à Saint-Laurent-du-Maroni. 300 km de Cayenne, mais c'est dans la région. Vous approuvez ou pas ? En tous les cas, moi, comme ça, j'ai été un peu interloqué parce que ça renvoie à l'histoire pénitentiaire de la Guyane. Après, si c'est, et donc je regarderai attentivement, si la question est l'efficacité notamment des narcotrafiquants qui partent pour partie du continent sud-américain, de tout, hein. Qui partent du continent sud-américain et qui pourraient du coup être jugés et incarcérés là-bas. Voilà, moi j'ai pas de pudeur de gazelle sur l'efficacité de la politique pénitentiaire. Plutôt oui. J'ai par contre un doute sur le côté hypercom de ces quartiers de haute sécurité, y compris ceux qui sont envisagés sur le territoire métropolitain. Donc voilà, moi je prendrai le temps, comme à chaque fois dans mon travail parlementaire, de questionner les magistrats, les policiers, pour qu'ils nous disent s'ils pensent que c'est réellement utile au service de la politique. De toute façon, Gérald Darmanin annonce ça pour 2028, donc il y a un peu de temps, quelques mois en tout cas, pour réfléchir. Oui, mais je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait annoncé la création de 15 000 places de prison. Pour l'instant, il n'y en a que 5 000 qui ont été faites, 3 ou 4 000, je crois, qui sont en chantier. Encore une fois, je le redis, moi, sur les questions de sécurité, des moyens pour la police, des moyens pour la justice, des moyens, quand je dis des moyens, c'est des moyens juridiques, des dispositions législatives, mais aussi des moyens humains et aussi des moyens pour l'administration pénitentiaire. Ça doit partir du constat qu'il faut terroriser les narcotrafiquants et les terroristes.
J'aime pas les Mais effets de tribune. Charles Pasqua. Ayons des politiques efficaces. Voilà. Violence et insécurité aussi sur fond de rodéo urbain. Est-ce que vous dites, comme votre collègue et ami, enfin je sais pas, Éric Coquerel, que c'est la faute à Tom Cruise et à Mission Impossible, les rodéos Moi, je urbains? ne cherche jamais des circonstances atténuantes aux crétins décérébrés qui mettent en danger la vie de leurs voisins. Moi, je vis dans une circonscription qui a beaucoup pâti et qui pâtit encore beaucoup des rodéos urbains, de ces jeunes qui pensent que c'est un symbole de virilité que de faire des roues au milieu d'un marché ou devant une école. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. On a eu des drames terribles. Il y a encore quelques jours, le pompier Nicolo à Évian, et j'ai appris ce matin que c'est une bonne nouvelle qu'il était sorti du coma. Et ça, surtout, ça pourrit la vie, au-delà des risques de sécurité. C'est du bruit, c'est de l'inquiétude, c'est des incivilités. Donc moi, je soutiens ceux des maires, par exemple, qui font de la confiscation systématique avec leur police municipale. Oui, mais il faut pouvoir l'appliquer. Il faut pouvoir former ces policiers municipaux à la manière d'intercepter sans mettre en danger, de faire des enquêtes pour aller saisir les petits quads ou les petites motos ou les mini-motos, là où tout le monde sait qu'elles sont. Parce que dans le quotidien de quelqu'un qui se lève le matin pour aller bosser sur la plateforme de Roissy ou d'une aide-soignante qui va dans un EHPAD, ça c'est ce qui pourrit sa vie et qui l'inquiète pour ses propres enfants. Et donc on doit ce droit essentiel à la sécurité aux habitants, à tous les habitants et notamment à ceux des quartiers populaires qui, en réalité, sont les premières victimes de l'insécurité de quelques-uns. Votre activité, c'est le congrès du Parti Socialiste qui a lieu le mois prochain, je crois que c'est le 17 juin, c'est ça? Mais on a d'abord le vote le plus important a lieu très prochainement, c'est le 27 mai prochain dans toutes les sections du Parti Socialiste. Laissez-moi vous poser la question. Ce congrès, c'est Mission Impossible, puisqu'on parle de Mission Impossible, pour Olivier Faure ou pour ses opposants dont vous faites partie derrière Nicolas Mayer-Rossignol? C'est d'abord un moment de démocratie. Vous parliez des autres formations politiques à gauche. Moi, je suis fier d'un parti dans lequel on est collectif et démocratique. On vote, il y a des sensibilités. C'est l'ADN de la gauche depuis Jean Jaurès. 30 000 militants? Il y aura, oui, je pense, 25 000 votants, ce qui en soi n'est pas très glorieux. C'est pas très glorieux. J'aurais préféré que le parti puisse... Par rapport aux 120 ou 130 000 militants de LR... Oui, mais parce que nous, on a des règles un peu baroques. C'est au moment où le congrès commence, il faut avoir été adhérent du parti au moins dans les 6 mois qui précèdent. Alors que les LR, ils ont profité de leur congrès pour faire adhérer des gens. Bon, c'est des règles, peut-être qu'il faudra qu'on revienne dessus. Moi, c'est un congrès de clarification. Voilà. Et je le dis d'autant plus volontiers que lors du précédent congrès, je soutenais Olivier Faure, qui a été le premier secrétaire élu la fois dernière dans des conditions difficiles à Marseille. Et je pense... Je sais pas, moi je suis partisan du septennat non renouvelable. Donc ça fait 7 ans, il a fait un job, il y a des choses positives, il y a des choses sur lesquelles on est plus critique. Mais la question, parce qu'on va revenir plus précisément sur le congrès. Mission Impossible pour Olivier Faure ou pour vous? C'est les militants qui trancheront. Ils trancheront dans ce souci de clarification. Et moi surtout, j'aspire qu'au lendemain de ce congrès, on soit en capacité de renouer avec une fraternité militante et d'avoir un collectif de direction. C'est exactement ce que Nicolas Mayer-Rossignol propose. On l'a déjà fait avec un texte d'orientation collégiale. Nicolas Mayer-Rossignol, Hélène Geoffroy, mon ami Philippe Brun, avec lequel j'avais écrit, et Laurence Rossignol, une contribution centré sur les questions républicaines et les questions populaires, un socialisme populaire et un socialisme républicain. Et autour de la laïcité, ça notamment, au pot commun, autour de la laïcité, autour de la reconquête des classes populaires. Et moi, le texte qui est proposé, eh bien, je m'y sens totalement à l'aise, parce que je pense que c'est celui qui permettra de remettre au centre du jeu à gauche le Parti Socialiste. On va y revenir. D'abord, au passage, on saura ce soir qui de Bruno Retailleau, de Laurent Wauquiez va présider. C'est un autre congrès, celui-là. Oui, va présider LR pour les prochaines années, en tout cas, au moins jusqu'en 2027. Vous êtes plutôt Retailleau ou plutôt Wauquiez? Je serais tenté de vous dire ni l'un ni l'autre. Mais je suis pas sûr. Mais en fait, je vais vous dire, moi, ce à quoi j'aspire, et c'est le miroir avec le congrès du PS, je pense que la vie politique française se porterait mieux si on a d'un côté une droite républicaine qui assume ses positions et une gauche républicaine qui elle-même est claire sur sa conception de la politique, sur la centralité de la question sociale, sur le fait que les enjeux républicains, universalisme, laïcité, c'est pas un supplément d'âme. Voilà. Alors je ne sais pas si Retailleau et Wauquiez, qui font plutôt les yeux doux du côté du Rassemblement national, incarnent cette droite républicaine. J'ai plutôt l'impression en ce moment que c'est Édouard Philippe qui est en train d'essayer de faire une OPA sur cette droite républicaine et qui ramène
ramène, si j'ose dire, une partie de la Macronie dans ce cadre-là. Donc, moi, je donne pas des bons points ou des mauvais points. Qui est plus républicain, Wauquiez ou Retailleau? Les deux sont membres du parti Les Républicains, mais moi, je décerne pas des brevets aux uns et aux autres. Je combats la plupart des idées qu'ils mettent dans le débat public. Mais si je devais avoir une gradation, je pense que Laurent Wauquiez a beaucoup plus lâché la bride que Bruno Retailleau, quoique sur d'autres sujets. Franchement, la bride... La bride encore une fois, notre centre de gravité se déplace vers le RN au lieu de rester fidèle à ce que Jacques Chirac d'ailleurs avait toujours exigé, de maintenir une digue avec l'extrême droite. Alors on avance, votre congrès du PS, il a lieu sur fond d'attaques, de provocations répétées de qui? De LFI et puis sur fond aussi de la publication de ce livre La Meute qui étrille les méthodes de fonctionnement de la France insoumise, décrivant une formation totalement organisée autour de la personnalité de votre ex-ami Jean-Luc Mélenchon, de son management toxique, de la violence verbale du clan Mélenchon, de leurs menaces ou de l'excommunication d'anciens fidèles, le tout sur fond d'antisémitisme, notamment du couple Mélenchon-Chikirou. LFI, c'est un parti ou c'est une secte? Vous savez, on est souvent amené à parler de la France insoumise ici, mais un des objectifs d'ailleurs de ce congrès du Parti socialiste, c'est justement de sortir de l'emprise. Voilà. Et vous y avez été sous cette emprise ou pas? Honnêtement, oui. De Mélenchon, hein? Honnêtement, oui. Enfin, une emprise, je parle d'une emprise politique, de considérer que parce qu'ils ont travaillé, et on ne peut pas le leur contester, ils ont gagné la bataille culturelle et la bataille électorale, raison de plus pour nous de réaffirmer ce que doit être une gauche républicaine et sociale. C'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être dans l'excès, dans l'outrance, parfois dans la démagogie, et qui est capable d'élargir. Que dit le livre La Meute, qui est édifiant? C'est que quand on a quelque chose... Précis. Il est précis, il est documenté, j'y ai appris des choses et j'ai eu la confirmation de celles que j'ai vécues en proximité. Mais on ne peut pas avoir un mode de fonctionnement qui rétrécit. Quand on est dans le débat politique, on essaye d'élargir, on essaye de convaincre des gens qui sont pas forcément en première intention séduits par vous. Or, c'est tout le mouvement inverse qui a été fait. Moi, j'ai cru... Par LFI, moi j'ai cru sincèrement, et je reconnais mon erreur. C'est pas si fréquent qu'un responsable politique vous dise je me suis trompé. Ce qu'on vous a reproché en 2022, d'avoir. Je me suis trompé en 2022 parce que j'ai pensé sincèrement qu'en faisant cette coalition qui était la NUPES, eh bien Jean-Luc Mélenchon et la direction de la France insoumise allaient comprendre ce qu'est la logique d'une coalition, quelque chose dans lequel on s'oblige mutuellement et on respecte son partenaire communiste, socialiste ou écologiste. C'est tout l'inverse qui s'est passé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut construire une alternative. C'est un des enjeux de ce congrès en étant clair, notamment dans le rapport. Pas d'alliance aux municipales, pas d'alliance aux législatives, même en cas de dissolution et d'élections législatives anticipées et une affirmation saine et claire de ce qu'est le socialisme républicain. C'est important ce que vous dites. Pas d'alliance aux municipales, pas d'alliance aux législatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas aucune alliance, même pas minimale dans certaines municipalités? Je pense que ça brouillerait le message considérablement. Qu'est-ce qui brouillerait? Le fait de dire que tout le monde dans le Congrès dit maintenant c'est fini avec la France insoumise. Moi, j'ai refusé d'être candidat soutenu par eux en 2024 et donc j'ai eu une candidature soutenue par la France insoumise. Et je pense que si on pose ce principe à l'échelle nationale, comme tout le monde le dit, mais pas avec le même degré de précision dans le congrès du Parti socialiste, et qu'il y a quelques élections municipales où on se retrouve avec un socialiste aux côtés d'un logo de la France insoumise, on nous dira mais attendez, vous jouez sur les deux tableaux. Faut pas perdre de vue qu'ils ont décidé de faire la peau aux socialistes. Ils ont dit, là il y a des maires sortants socialistes, on va présenter des listes de la France insoumise. Je pense à mon ami Mickaël Delafosse à Montpellier ou tant d'autres. Donc on doit dans notre parti aussi avoir un peu de solidarité et de fraternité en se disant... Niette absolue. Niette absolue, municipale, législative. Oui. Et d'ailleurs, si Nicolas Maillot-Rossignol est le prochain premier secrétaire du PS, il appliquera ce que vous dites. Il en est convaincu, c'est extrêmement clair, parce qu'on a besoin de crédibiliser, et y compris de prendre les risques qui vont avec. Et c'est la meilleure manière de faire revenir à nous une partie de ceux qui s'en sont éloignés. Est-ce que vous pensez qu'Olivier Faure aura la même attitude? En tous les cas, ça fait partie des sujets qui sont à clarifier dans le congrès et il y a toujours des ambiguïtés. Il ne faut pas godiller dans un congrès, il faut être clair. Et dans ce moment-là, parce qu'on prépare l'élection présidentielle, il faut dire que les socialistes, regardez ce qui s'est passé avec l'élection européenne, avec une ligne claire, Raphaël Glucksmann, soutenu par le Parti socialiste, on est passé devant la France insoumise parce qu'on était en phase avec les enjeux sur la question européenne et Raphaël Glucksmann incarnait ça. Moi, je veux faire la même chose à l'intérieur du Parti socialiste et avec d'autres
porter cette voix qui va permettre de dire à une grande partie de la gauche, c'est à nouveau du côté des socialistes que ça se passe, sans hégémonie, évidemment, en organisant le rassemblement de la gauche, mais sur une ligne claire. On avance. LFI toujours, le Canard enchaîné a dévoilé cette semaine la présence de Sofia Chikirou, un rassemblement pro-Poutine, le 8 mai, au cimetière du Père-Lachaise. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ouais, pareil, je commande pas les déboires et les positions des uns et des autres. J'ai évoqué Raphaël Glucksmann, les élections européennes tout à l'heure. Il y a là aussi clairement une ambiguïté dans le rapport sur le conflit en Ukraine, dans l'expression de la solidarité au peuple ukrainien, comme dans les complaisances avec le régime de Poutine. Là aussi, on a besoin de clarté. Et donc, s'il y en a certains qui fricotent avec les soutiens à Poutine, ça atteste aussi du fait qu'on a des désaccords majeurs sur les questions internationales. Alors, accord majeur, vous êtes au centre de ce qui se passe, de la relation entre l'EPS et LFI. Vous avez été pris à partie lors du rassemblement de LFI en hommage à Aboubacar Sissi, assassiné, on s'en souvient, dans une mosquée du Gard. Ouais. Donc c'était place de la République, au cri de sale sioniste. Certains ont même entendu sale juif ou parti sioniste. Moi, je vais vous dire, j'ai pas entendu sale juif, j'ai été meurtri par une petite dame qui est à côté de moi, m'a dit... On n'a pas besoin des juifs avec nous. Et ça m'a désespéré. Ouais. Parce que c'était un moment, justement, d'universalisme. Quand un musulman se fait assassiner dans une mosquée, au moment où il fait sa prière, c'est pas que l'affaire des musulmans. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous les universalistes républicains. Tous les racistes sont les affaires de tous. Mais évidemment, parce que sinon, après, c'est chacun pour soi. Chacun sa peine, chacun sa tristesse. Ouais. Et donc, chacun ses causes. Et on se sent tout seul. On n'a pas besoin de On se sent tout seul. Moi, je reste attaché à un antiracisme unitaire, là où les gens disent « Ah ben, toi, t'es autorisé à venir manifester avec nous, et toi, tu n'es pas autorisé. » Si t'es juif, mais de quel droit hein? Si t'es juif, si tu n'as pas les bonnes positions sur tel ou tel débat politique, et là, singulièrement sur le conflit israélo-palestinien, pourquoi est-ce qu'on m'a mis dehors de cette manifestation ? Enfin, mis dehors, j'ai pu y passer 1 heure, mais à un moment, des gens sont venus m'entourer. Et rebelote le 1er mai. Hein. Voilà, et sur le thème sioniste génocidaire. Ah, donc voilà, outre le fait qu'évidemment, je conteste la formulation, mais c'est l'argument de la pureté idéologique. Il n'y a rien de pire en politique. Moi, je défends le courage de la nuance en politique. L'antisémitisme, ça veut dire que c'est devenu une valeur de gauche, que Jean-Luc Mélenchon et ses élus font de l'antisémitisme. On fait de l'antisémitisme une valeur de gauche ? Je comprends pas bien la question. C'est pas. Non, mais ils se disent de gauche. Donc est-ce que, en choisissant la stratégie qu'ils ont choisie depuis le 7 octobre... Non, mais la stratégie de conflictualisation, de brutalisation et aussi d'essentialisation, moi je l'ai vécu, c'est la rupture principale. À un moment donné, quand Jean-Luc Mélenchon, j'en ai déjà parlé ici, pardon de le redire à chaque fois, mais c'est une rupture tellement fondamentale que je ne peux pas ne pas la rementionner. Quand à un moment donné, on s'adresse à un député de la Nation en n'y voyant plus un porte-parole du Parti Socialiste, un député de la Nation, mais un juif qui a des positions, puisque cette formule terrible au relent antisémite des années 30, en disant Gage, il parle ainsi parce qu'il baigne dans un milieu de fanatisme, et c'est amusant de le voir s'agiter autour du piquet où le retient la laisse de ses adhésions. Et c'est Mélenchon qui a dit ça. Hein. Et Mélenchon, non seulement il le dit, qu'il l'écrit. Donc, je vais vous dire, ça veut dire que, en fait, en l'écrivant, il voulait délibérément que j'en vienne à dire, alors que je ne le disais pas dans le passé, c'est vrai, que ce texte a des relents antisémites. Et moi, c'est ça qui m'effraie le plus, c'est que, en fait, il a considéré que c'était utile pour lui que désormais je dise ça. Voilà. Et c'est ça qui m'effraie le plus. C'est ça qui m'effraie le plus, de se dire, je désigne mon adversaire et je fais du campisme. Voilà. Et y compris sur des éléments factuellement faux, si j'ose dire, qui est de dire, on ne peut pas, puisque c'était sur le conflit israélo-palestinien, avoir une position de nuance. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'en parlant ainsi, Mélenchon considère qu'il faut aller dans le sens éventuellement des musulmans parce qu'ils considéraient quelque part ils peuvent être antisémites? Mais c'est faire injure à ceux auxquels on pense s'adresser en flattant des passions tristes ainsi. C'est faire injure de la même manière, par miroir, d'essentialiser les gens en disant vous allez avoir telle ou telle prise de position à raison de votre identité religieuse, à raison de votre foi. Ça, c'est le contraire, à nouveau, de l'universalisme républicain. Quand il y a eu ces incidents, le 27 avril et le 1er mai... Le 1er mai, oui. Hein, le 1er mai, il y a eu 3 réactions un peu surprenantes, curieuses. Hein, oui, je les vois très bien. Marine Tondelier. Ouais. Ségolène Royal. C'est Lucie qui s'appelle, Lucie Cassette. Non, c'est surtout Ségolène Royal qui ont posé la question et qui a immédiatement répondu oui, mais Gaza. Bon, voilà. Et Tondelier, oui, mais il a fait exprès, quoi. Il a fait de la provocation.
Là aussi, j'ai pas envie de Bon, enfin, m'appesantir. Mais c'est pour voilà. nos auditeurs. Mais c'est bien voilà, tout ça. mais ça dit en gros que je l'avais bien cherché. Voilà. Or, quand je vais à cette manif contre le racisme anti-musulman ou le 1er mai, où je suis toujours allé, je suis à ma place et on ne peut en aucun cas justifier le comportement, là aussi, de violents qui introduisent de la violence dans la politique. Vous savez, c'est comme la jupe courte. Voilà, elle l'a bien cherché. Elle s'est fait violer, parce qu'elle a porté une jupe courte. Voilà. Il n'y a rien de justifie de sortir quelqu'un d'une manifestation au regard de ses positions. On peut être d'accord ou pas d'accord. Et surtout, on ne légitime pas de la violence, de la brutalité, parce que on s'est quand même pris quelques coups et des tirs de mortier. Voilà. Le 10 mai, dernière sortie de Mélenchon, il a fait un live stream politique avec un certain Hassan Piker, influenceur de la gauche radicale américain, un influenceur qui a tenu des propos antisémites à de nombreuses reprises sur sa chaîne Twitch. Je le cite, j'en cite quelques-uns, ça n'a aucune importance si des viols ont été commis le 7 octobre, ça ne change aucunement la dynamique selon moi, ou toute putain de sioniste devrait être traitée comme une putain de néo-nazi fanatique, ou encore, en parlant des Israéliens, comme de ces connards consanguins. Donc cet axe, Mélenchon avec cet influenceur antisémite, ça dit quoi? J'étais au moment où je retirais parce que j'étais abasourdi de voir ça. Parce que ce même influenceur, là, Hassan Piker, il n'hésite pas à diffuser sur sa chaîne YouTube des vidéos de propagande des outils du Yémen où il est déclaré « Dieu est grand, mort à Israël, mort à l'Amérique, que les Juifs soient damnés ». Victoire pour l'islam. Donc ça dit quoi, ça, de Mélenchon? Ça dit qu'à un moment donné, quand on est sur le toboggan, ça s'arrête plus. Voilà. Et qu'on soit pas capable de discernement et des fréquentations qu'on a. Et donc, je suis... Mais là, c'est le toboggan antisémite, hein? C'est... de la haine. De la haine. Non, mais bien sûr, il le démentira. Mais... Voilà, quand on fricote avec des gens de cette nature, après, il ne faut pas s'étonner. Donc, la nature de ce Hassan Piker. Hein, ouais. Il ne faut pas s'étonner que... Il ne faut pas s'étonner que désormais, des gens comme moi disent ce n'est plus possible, au nom de ces valeurs essentielles, d'avoir la moindre relation avec cette formation politique. Et vous savez quoi? Je suis malheureux. Hier encore, dans le métro, j'ai croisé un militant de la France Insoumise, qui me disait que il était, perturbé, je ne sais plus quel est le terme qu'il a utilisé, parce qu'il y a des militants sincères à la France Insoumise, incontestablement, et qui ne se reconnaissent pas dans cette fuite en avant brutalisante. Imaginons que Marine Le Pen n'ait fait que le centième de ces déclarations de Mélenchon depuis. Mais c'est une ambiance qui est détestable. Est-ce qu'elle pourrait faire encore de la politique, Marine Le Pen? En tous les cas, il faudrait que ce soit sanctionné. Vous savez, moi, les sondages valent ce qu'ils valent, mais j'ai un sondage en tête qui motive, y compris l'engagement que je fais au Parti Socialiste. C'est en 2017, il y avait un sondage qui testait l'hypothèse d'un deuxième tour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon gagnait à 65% et Marine Le Pen faisait 35%. 8 ans après, le même sondage, une hypothèse Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'est 32 pour Jean-Luc Mélenchon et plus de 65% pour Marine Le Pen. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui abîme la gauche et qui fait perdre, et donc on a la responsabilité éminente d'incarner cette gauche républicaine. Moi, j'y mettrai toute mon énergie et j'irai jusqu'au bout par tous les moyens nécessaires pour que ça n'arrive pas, et surtout pour qu'on puisse, face à cet adversaire premier et principal qu'est l'extrême droite, dans un contexte de macronisme déliquescent, qu'on puisse incarner cette alternative de la gauche républicaine. Marine Le Pen, Mélenchon, second tour, vous faites quoi? Je fais tout pour empêcher que ça arrive. D'accord. Je fais tout pour empêcher que ça arrive. Alors, on avance. Vous êtes rendu en Israël et en Cisjordanie la semaine dernière, où vous avez rappelé votre engagement sioniste et pro-palestinien. On me l'a reproché. Alors, justement, Caron, et il vous a pris à partie sur X, je le cite. C'est un concept original, mais on a du mal à comprendre le sens. Il a ajouté, par ailleurs, c'est à toi qui parle, c'est à vous qui parle. Tu te définis donc toi-même comme sioniste, pourtant n'est-ce pas ce même mot que tu dis avoir entendu contre toi dans une manifestation et que tous les médias et une grande partie des hémicycles ont qualifié d'agression antisémite, ce que tu as confirmé, on n'y comprend plus rien. C'est aussi Caron qui parle ainsi. Qu'est-ce que vous comprenez au personnage Caron qui, depuis le 7 octobre, tweet plus vite que son ombre sur Israël, le génocide, encore les génocidaires, comprendre des juifs qui se sentent un peu, en tout cas en proximité avec la souffrance des Israéliens? Là, c'est pareil, j'ai pas envie de commenter les déclarations des uns des autres, mais il est marrant, Aymeric Caron, parce que je le croise tous les jours à l'Assemblée nationale, il me dit rien, et par contre, 2 fois par jour, dès que j'ai un tweet ou une expression, il fait des commentaires. C'est un faux cul ?
Non, mais c'est bizarre. Si on veut avoir un débat, on a un débat. Je connais mes points de désaccord. Qu'est-ce qui lui pose problème? C'est qu'à travers cette formule, évidemment provocatrice, au moment où on me dit sale sioniste, parce qu'on ne m'a pas dit sioniste, voilà. Dès l'instant où on transforme ce mot-là en injure, au point d'en faire le motif de vous exclure d'une manifestation en hommage à un malheureux assassiné dans une mosquée, c'est sale sioniste qu'on m'a dit. Moi, j'assume parce que ces mots-là, sioniste et pro-palestinien, c'est la traduction de ce que je porte toujours, qui est la solution à 2 États, Israël en sécurité et un État palestinien, et j'appelle à la reconnaissance d'un État palestinien. Que vous comptez prendre, je crois, au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on a annoncé, après de retour de ce voyage avec les guerrières de la paix, qui justement, depuis des années, font ce travail de dialogue et de discussion entre Israéliens et Palestiniens notamment, et on s'est rendu compte d'une chose qui est aussi révélatrice de chacun dans son couloir. À l'Assemblée nationale, il y a un groupe d'amitié France-Israël, j'en suis membre, et il y a un groupe d'amitié France-Palestine, j'en suis membre aussi. Et on propose d'avoir un comité de liaison Israël-Palestine pour qu'on fasse en sorte ce qui ne se fait plus suffisamment, c'est que les gens se parlent, voilà, qu'on ait un rapport d'empathie, de compréhension des positions des uns et des autres, plutôt que d'être dans les outrances et les excès des uns et des autres. 2 dernières questions. Une chaîne saoudienne bien informée a annoncé aujourd'hui que le corps du chef du Hamas, le frère de Sinwar, Mohamed Sinwar, et de 10 de ses collaborateurs avait été retrouvé dans un tunnel de Gaza après qu'il était ciblé par Tsahal. C'est une bonne nouvelle ou pas? Un des buts de guerre était l'élimination du Hamas. Donc, quand les buts de guerre sont atteints, je m'en félicite. Mais par contre, et je tiens à le dire à ce micro, c'est un échec. Quand il y a 52 000 morts à Gaza, et pour une grande partie des civils, cela ne correspond pas au but de guerre, et au contraire, ça isole davantage Israël sur la scène internationale, et je pense que le gouvernement de Benyamin Netanyahou, je sais que je vais me faire incendier en disant ça, y compris à ce micro, ne rend pas service à sa propre population. C'est ce que j'ai entendu aussi de la part d'Israéliens quand j'étais à Tel Aviv. Dernière question. Thomas Porte avait mené l'offensive au nom de LFI pour l'exclusion d'Israël et de sa chanteuse Yuval Raphael, survivante du massacre de la rave party du 7 octobre de l'Eurovision, sans avoir été entendu. Résultat, Yuval Raphael a remporté une seconde place, on va dire, éclatante hier soir à Bâle. Est-ce qu'il faut y voir un symbole particulier? Écoutez, hier soir, en rentrant après minuit de ma séance sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, j'ai vu la fin du concours de l'Eurovision et les votes. Et je me suis dit à ce moment-là, outre ma déception de voir que Louane, parce que je trouvais très belle la chanson, je me suis dit que c'était plutôt un signal positif de se dire qu'il y avait des gens collectivement qui ne cédaient pas à cette volonté de mettre de côté tout ce qui ressemble à Israël et a fortiori tout ce qui ressemble aux Juifs. Oui, d'une certaine manière, ça m'a ému parce que c'était, c'est symboliquement une manière sympathique de dire on peut avoir des désaccords majeurs avec Benyamin Netanyahou, avec la politique menée par le gouvernement, mais on n'a aucune raison de mettre au banc des nations Israël, qui a son droit à l'existence depuis 1947-1948, et les Israéliens. Et moi, je ne suis pas pour qu'on soit dans cet ostracisme qui est une stigmatisation souvent à relents antisémites. Merci Jérôme Gage d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Au revoir. Merci.